Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. Un épisode qui arrive un petit peu de temps après le dernier. Je vois pas de quoi tu parles. Je sais plus quand exactement on a sorti le dernier, ça devait être en janvier. Fin janvier. Ouais. Vu que c'était 2023. Et puis petite pause. On s'excuse. Et voilà. La vie fait que ça a été un peu plus compliqué d'enregistrer. La vie a ses raisons que la raison ignore. Exactement. Et en parlant du rythme un peu des sorties, histoire d'en parler directement, je pense qu'il va plus falloir s'attendre à un épisode toutes les semaines, ni un épisode toutes les 2 semaines. Je pense qu'en fait, les épisodes sortiront quand ils sortiront. Et C'est ça. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment... quel est le rythme qui... On a des emplois de temps très différents, donc pour qu'on se réunisse tous et que s'organiser, ça prend du temps. C'est vrai que nos rythmes de travail n'ont vraiment rien à voir chacun. Moi, je suis plus dans la même ville que mes 3 compères, donc... Et voilà. Il y aura toujours des épisodes, mais juste on sait pas quand. Mais ils seront là. En tout cas, aujourd'hui... on se retrouve avec l'équipe habituelle du Studio 7, ça n'a pas bougé, je suis toujours accompagné de Frigo. Salut. Comment ça va toi? Parce que attends, d'habitude je ne demande pas comment ça va, mais là vu que ça fait quand même plus d'un mois, comment se passe ce début d'année 2024? Écoute, on est là, ça va, voilà. Rien de spécial à raconter? Non, j'ai trouvé du travail, tout va bien. Non, ouais. T'avais pas de travail, dernier épisode? C'était un peu flou, mais du coup... T'as commencé après? En fait, c'était vers une période d'essai un peu bizarre. Bref, voilà. Ouais. Mais du coup, ça y est. Retrouvez-moi sur Lyon pour vos enregistrements de musique et vos mix, tout ce que vous voulez, au studio Pierre Zal. Avec plaisir. On sait jamais, peut-être tu vas avoir des auditeurs qui vont Écoutez, venir... si jamais, demandez Frigo et dites que vous venez de la part du studio 7 et puis voilà. Avec plaisir de vous recevoir. Vous n'aurez pas de prix, mais au moins... On peut s'arranger, mais je pense pas. Bon, et aussi je suis avec Pauline, évidemment, toujours. Bah oui, salut. Bon, toi, comment se passe cette année 2024? Comme la 2023, c'est-à-dire... vraiment. Juste dans une autre ville. Ouais, dans une autre ville. Oui, mais ça fait depuis novembre que je suis dans une autre ville. Ah ouais, c'est déjà? Bah ouais, même depuis octobre. Enfin, je me suis installée en octobre. Depuis la rentrée, en fait. Ouais. Et tout se passe très vite et je suis bien occupée. Et j'ai un emploi du temps très très chargé. Mais on fait plein de choses hyper cool. Et c'est vrai que... Alors malheureusement, moi qui ai toujours été une grande défenseuse du fait de mener des actions associatives en dehors de Paris, je me retrouve un peu malgré moi à faire que des trucs à Paris. Mais ça revient fort, notamment sur Lyon, bientôt. Est-ce que tu as des projets t'as envie de parler là vite fait? Mettre en avant. Et là récemment on a filmé toute la rétrospective Bertrand Bonello à la Cinémathèque française avec des entretiens avec lui et des gens qui participaient à la rétrospective, etc. Peut-être qui est Bertrand Bonello? Peut-être que tout Bertrand Bonello, un réalisateur français qui notamment a sorti La Bête récemment, qui a sorti Coma il y a 2 ans, qu'on avait accompagné avec l'asso aussi. Je pense que ça va donner quelque chose de très intéressant. Et le docu sera à retrouver. On vous tiendra au courant, mais ça devrait être pas sur YouTube, mais via un truc un peu plus ça va être officiel. Combien de temps à peu près le docu, tu sais? On vise 25 minutes. Je pensais que ce serait plus. Non. Ok. Faut pas que ce soit trop long, sinon on va un peu barber les gens, mais... mais tu sais, vu qu'il y a des entretiens et tout, je me disais que... Ouais. Après, peut-être que les entretiens, on les sortira à part, parce que franchement, c'est assez intéressant, et on a genre 2 fois 2 heures d'entretien. Hier, moi j'étais pas là, mais ils ont encore enregistré un entretien avec lui, son chef-op sur Coma, et Julia Faure, qui est actrice dans plusieurs de ses films. Donc je pense qu'on a beaucoup de matière, mais on va essayer d'en faire un petit condensé sympa. Faut les vendre pour des bonus de Blu-ray. Voilà, je peux pas encore trop en dire, mais... Et du coup, vous avez filmé la diffusion des films? Non, on a filmé toutes les présentations, backstage, tous les débats après, parce qu'en fait, lui, il était là pour présenter tous ses films pour sa rétro. Il a eu 4 cartes blanches, où du coup, il est venu présenter, et à la fin, il y avait 1 heure de débat. Et vous allez faire un condensé de 1 heure de débat de plein de films? Ouais. Et il a fait une masterclass et une intervention auprès d'un ciné-club de jeunes de 15-20 ans. Qui durait 1 heure, 1 heure et demie, je crois. C'est vrai que 25 minutes, je me suis dit, wow. Ouais, ça fait. Après, il se répète beaucoup.
entre les entretiens, les trucs comme ça. Parce que globalement, les gens lui posent les mêmes questions que nous, on lui a posé déjà. Enfin, bon, voilà. Donc, ok. Faut trouver les meilleurs moments, quoi, c'est tout. C'est ça. Ça va être assez long à dérush et monter, mais j'espère que ce sera sympa. Et sinon, bientôt, on part normalement avec Frigo et d'autres gens en tournage en Italie pour un documentaire aussi. Et autour de la table, il y a Louis aussi. Salut à tous. Bon, toi alors, c'est l'année 2024, ça se passe comment ? Bon, tranquille, comme 2023. Hein. On se regarde des films, on travaille, et puis... Mais t'as un bon rythme, hein. Je crois que t'es celui qui a regardé de loin, hein. Pas de loin, mais il y a le plus de films de nous 4 autour de la table cette année. Ouais, presque, ouais. Je suis à quasi 1, voire 2 films par jour. Ouais, il est chaud, hein. Mais il a trouvé son rythme de croisière. J'ai trouvé un rythme de croisière, mais qui commence un peu à saturer, là, depuis quelques temps. Ouais. Donc, faut que je lève un peu le pied. Et puis sinon, tout se passe bien. Il y a plein de choses qui arrivent aussi dans ma vie personnelle et tout, qui va bien se passer. La vie associative, normalement, de Super Seven à Lyon, on croise les doigts, va renaître de ses cendres. Et puis voilà, quoi. Non, mais ça, il faudra que tu nous en parles plus. On en parlera quand ça sera un peu le plus... temps. Voilà, ouais, carrément. Plus officiel. Et puis moi, c'est toujours des cas. Ouais, comment tu vas des cas depuis ce début d'année ? Écoute, ça va. Je n'ai pas grand chose à raconter, à part que je ne regarde plus de films, parce qu'il y a des problèmes pour le podcast. Petit problème relationnel là avec le cinéma un peu ? Ouais. Autant l'année dernière, j'étais celui qui avait regardé le plus de films au début d'année. Autant là, je crois que je suis à 16 ou 17 films en 3 mois. Tu vas nous reprendre le rythme, genre d'un coup, on va rien comprendre. Ouais, là, j'ai surtout peur que ça ne revienne pas. Tu sais, je suis en train de... Il y a les petites cendres, t'es là en train de faire du vent et tout pour que ça reprenne. Pour l'instant, c'est compliqué. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le podcast est un peu plus lent aussi. Hein. Faut dire ce qui est. Mais on croise les doigts, ça va revenir. Mais oui, ça va revenir. Et à part ça, que du kiff. Que du kiff. Je sais pas. C'est au hasard. YOLO, comment on dit. Tant mieux. Ça. Bon, écoutez, moi, je vous propose qu'on commence. Ouais. Yes. Si j'ai rien oublié. Le thème de l'épisode. Bien sûr. C'est vrai. Mais à part ça, avant, j'ai rien oublié. Peut-être on va peut-être un peu spoil quand même. Il y aura peut-être un peu de spoil. Oui, mais ça, c'est comme toujours. Pas plus que ça, mais quand même. Et donc, je vais laisser la parole à Pauline, hein, parce que c'est quand même son thème. Et elle va pouvoir nous l'annoncer et dire tout ce qu'elle a à nous raconter là-dessus. Ouais. Alors, pour ceux qui suivent le podcast depuis un certain temps, vous savez que je suis fan de cinéma portugais. Pas du tout. Portugal, ok. Non, oui, on fait enfin un thème centré sur le cinéma italien. Donc évidemment, je me suis fait plaisir de vous concocter une petite présentation. Des synchros labiales décalées. Ouais. Cool. Tu vas souffrir, Frigo, sur les films que tu vas regarder. Et moi, j'ai pas souffert. Enfin, dans ceux que j'ai vus, ça m'a pas choqué. Moi aussi. Et moi non plus, mais moi, ça me choque plus du tout, jamais. Donc, ouais, mais genre, par exemple, quand je regarde un Fellini, ça me choque. Mais Fellini, c'était un forceur aussi par rapport à ça. Peut-être. Mais là, tu vois que ceux que j'ai regardés là pour le podcast. Oui, non, c'est pas franchement. Pareil. C'est pas si moi, ça m'a moins choqué que sur certains Gialli que j'ai vus. Ouais. Mais globalement, les trucs de post-synchro, si, c'était déjà le cas pendant le néo-réalisme, mais c'était encore pire après. Pendant la période de la comédie à l'italienne, où ils en avaient vraiment rien à foutre et où ils prenaient beaucoup d'acteurs non italiens. Ah oui. Donc c'était encore pire. Parce que pour le coup, là, les films qu'on a choisis, je crois, c'est qu'avec des acteurs italiens. Donc, ça. Voilà. Et du coup, t'as lâché le thème. Un peu le problème. Oui, excusez-moi. Oui, on va parler du néo-réalisme. En fait, on s'était dit, l'année dernière, on avait fait un épisode sur la nouvelle vague, que je vous invite à aller écouter, ou réécouter. Avec une deuxième partie dans laquelle on avait parlé des Mistons, de Loin du Vietnam, et d'Alphaville. Exactement. Et on s'était dit que c'était sympa de temps en temps présenter des mouvements comme ça qui ont été importants pour le cinéma. Et du côté du cinéma italien, c'est vrai que c'est... Alors, c'est pas mon mouvement préféré du cinéma italien. Ah ouais ? Ouais. Ok. C'est quoi ton mouvement préféré ? La comédie à l'italienne. Ok. C'est qui, genre ? C'est Fellini ? Non. Non. Fellini. Non, non, ça va être plus Dino Risi, Ettore Scola. Pour rappel, Pauline a présenté un Dino Risi. Ouais, le fanfaron. Le fanfaron. C'est de la comédie à l'italienne, ça. Ah oui. Pour quel épisode Les duos mythiques. Ouais, c'est ça, exactement. Comédie à l'italienne, ouais.
Mais justement, c'est un nom Ouais, ironique. c'est italien. Enfin bon, bref, peut-être qu'un jour on en parlera Ok. dans un épisode. Ouais. Mais c'est vrai que le néoréalisme, c'est le mouvement emblématique du cinéma italien qui a derrière lancé un peu les mouvements en Europe avec la Nouvelle Vague, mais aussi à l'étranger avec le Nouvel Hollywood, etc. plus tard. Est-ce que c'est l'âge d'or du cinéma italien? Euh, Je dirais plutôt que c'est Fellini. non. En fait, Supportable. le En plus, problème, c'était une c'est vraie que le terme âge d'or, souvent, il est lié à des périodes très précises. Ouais. Et ça coïncide pas vraiment avec Ok. le néoréalisme. Enfin, en tout cas, le néoréalisme, c'est une période qui est assez restreinte dans le temps. Donc, on parle de 1943 à 1955. C'est pas très long. Alors que l'âge d'or, c'est un peu plus... Il y a un âge étalé d'or que ça. du cinéma italien, genre. On considère, oui, que l'âge d'or, alors j'ai pas les dates exactement en tête, mais ça s'étale un peu plus, effectivement, avec Fellini, Pasolini, Antonioni, etc., Ok. qui continuent. Et voilà, et avant de commencer à présenter plus précisément ce que c'est le néoréalisme, je me tourne vers Frigo, Voilà. Bonjour. voilà, comme d'habitude, pour savoir qu'est-ce que ça t'évoque. Et peut-être que ça va être Néoréalisme. son Non, en fait, premier le truc, fail. J'en J'ai ai fait un sans entendu faute jusqu'à parler. maintenant. En fait, j'en ai entendu parler. Donc, je sais que c'est du coup un cinéma qui arrivait en post-guerre, Mhm, quand l'Italie était en train de se reconstruire. Donc, il n'y avait pas beaucoup de budget. mhm. C'était un peu. Alors, si je dis. Oui, si, c'est ça. C'est des films qui étaient un peu là pour essayer de redonner un peu de la joie de vivre aux Italiens, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, Alors, pas vraiment. Pas vraiment. J'aurais dit ah non, l'inverse, pas hein. vraiment. Non. Ah, ouais, j'ai mal retenu mes leçons. J'aurais dit l'inverse. Ok, mais c'était. Ouais, ils ont fait. Ah, ok, non, ok, je me souviens. Oui, ok. Oui, c'était plutôt des trucs sur la guerre ou. Ouais. Ok. Oui, du coup, c'était un peu plus pour parler de ce qui s'était passé en Italie. Ouais, c'est ça. Ok. Et ouais, après, je sais qu'il y a eu beaucoup de classiques, enfin, de films très connus italiens pendant cette période-là. Mm. Et c'est pas grâce à ces films qu'on a eu le plan à l'italienne. Hmm. Non, ça c'est plutôt sur les c'est- western spaghetti. Ouais, c'est un spaghetti. Dommage. Ouais, J'aurais essayé. donc plus Non. tard. C'est pas un sans faute. Genre 20 ans plus tard, quoi. Ok. Non, mais en soi, t'as dit des pistes déjà pas mal. Donc, c'est-à-dire, alors c'est pas exactement post-guerre, parce qu'en fait, ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a des réalisateurs qui vont se débrouiller avec très peu de moyens, parce que sous le régime fasciste, évidemment, qu'ils pouvaient pas du tout financer des films à charge contre la guerre, qui vont réussir à faire des films, à financer des films plutôt sombres et sur les conséquences du fascisme, etc. Donc le premier film, considéré comme le premier film néoréaliste italien, c'est Les Amants diaboliques de Luchino Visconti, qui a été tourné en 1943. C'est pour ça qu'on parle de cette date-là comme du début du néoréalisme. Alors en fait, je l'ai vu récemment, parce que je l'avais pas vu encore celui-là. Et c'est marrant parce que quand on le voit comme ça, on n'a pas tant l'impression que ça que c'est un film néoréaliste. Ça parle pas vraiment de la guerre, c'est pas, on est plus sur on dirait plus un film noir en fait, Ok. avec une histoire de femme fatale un petit peu, de couple, de traîtrise, de meurtre, enfin voilà. Mais en même temps, tu comprends pourquoi ça a pu un peu lancer le mouvement, parce qu'en fait ça aborde des choses très très immorales, on va dire, qui étaient pas du tout dans le cinéma italien de l'époque, qui au contraire était un cinéma en mode très populaire pour faire rire, des trucs qui donnaient une belle image de l'Italie, des gens, faire passer du bon temps, etc. Et puis il y avait des films à l'époque à grand spectacle, il me semble, Ouais, c'est tournés ça. à la Cinecittà. Donc, C'est ça, c'était des films de studio, ouais, etc. c'est ça. Mhm. C'est pas à cette époque où justement t'avais genre des gros studios genre assez riches qui faisaient beaucoup de films aussi ou pas? En fait, c'était surtout la Cinecittà, comme a dit Louis. Ouais. Et en fait, les films étaient financés beaucoup par le régime fasciste. Ouais, c'est Ok. Et du coup, par exemple, Rossellini, qui est un des grands auteurs néoréalistes, en fait, avant de commencer à faire du néoréalisme, il faisait des films de propagande fasciste. Il a fait notamment 3 films qui, aujourd'hui, sont appelés sa trilogie fasciste. Et c'est assez drôle de voir s'enchaîner à très peu de dates, des films vraiment de pure propagande. Et Rome, ville ouverte, qui est le film pilier du néoréalisme, où il est totalement à charge contre les fascistes, contre la guerre, etc.
Finalement, c'est un vrai truc de grand réalisateur de commencer avec des films fascistes. Hein. Ouais, bah, Je pense à Kurosawa. Ouais, non, mais après, ils étaient beaucoup à avoir fait ça, non? Je crois, à cette époque. bah Où j'imagine c'était que tous un peu des gens rebelles, on va dire, où il y en a beaucoup qui ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix, entre guillemets. Et après, ils sont partis vers un truc anti-gouvernement. Enfin, bah en fait, j'imagine qu'ils étaient dans une Et- période où vraiment si tu voulais faire financer tes films, effectivement, t'avais pas trop le choix. Ouais. Après, c'est justement de là qu'est né le néoréalisme, où ils se sont dit, en fait, on n'a pas besoin de ces studios, on n'a pas besoin de tout cet argent, on va aller dans la rue, filmer des gens de la rue, et créer des histoires à partir de ce qui se passe dans la rue. Du coup, j'ai 2 questions qui me viennent. Je pense avoir la réponse, mais on sait jamais. Est-ce que c'était un mouvement qui avait conscience de lui-même? Ou est-ce que c'est un mouvement qui a été, tu vois, a posteriori, je sais pas si tu comprends. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est plutôt un mouvement qui a conscience de lui-même. Et donc, du coup, quand on dit que le premier film c'était, je sais plus, j'ai oublié. Les Les Amants amants diaboliques. diaboliques. Est-ce que c'est a posteriori qu'on s'est dit, ah non, en fait, c'est là que ça a commencé? Ou est-ce que même, genre, c'était acté, c'est là que ça commence, tu vois? Non, alors ça c'est plutôt a posteriori. Ouais, ok. Mais par contre, pendant la période du mouvement, il y avait un scénariste qui s'appelait Cesare Zavattini, qui a été scénariste notamment de De Sica et d'autres grands réalisateurs néo-réalistes. Et en fait, c'est lui qui a beaucoup théorisé la manière de travailler à cette époque-là. À savoir, donc c'est lui qui disait qu'en fait, les histoires, elles se créaient pas, elles se trouvaient, et que la caméra devait être au service de l'histoire qu'on allait trouver dans la rue, et pas l'inverse en fait. Qu'on devait pas créer l'histoire pour la caméra, mais l'inverse. Ok. Et en fait, c'était un auteur tellement important à l'époque qu'on disait que les réalisateurs travaillaient pour lui, pour le scénariste, et pas l'inverse. Alors que de manière générale, on a plutôt tendance à dire qu'un scénariste, il va écrire un film pour un réalisateur, et derrière, c'est le film du réalisateur. Alors que lui, c'était vraiment un gars qui écrivait ses scénarios, et après, si t'avais de la chance, c'était le réal qui avait le droit de les réaliser, quoi. Ça portait pas le nom de Cinéma Vérité ou un truc comme ça aussi? Alors, Cinéma Vérité, c'est plus, on appelle plutôt ça en France. Ouais. Mais par contre, effectivement, ça vient un peu de là, où on parlait d'un réalisme quasi documentaire sur les films. Et où du coup, effectivement, c'est des choses qu'on retrouve dans le cinéma vérité, à savoir qu'on prend les acteurs dans la rue, qui sont des gens, entre guillemets, des vrais gens du peuple, et pas des acteurs professionnels. Et ça, par exemple, on va le retrouver. Visconti, il a fait Les Amants diaboliques, donc qui est ce film un peu entre deux, on va dire. Mais par contre, après, il a fait un film qui s'appelle La Terre tremble, qui est un film qui dure genre 2h30, où c'est sur des pêcheurs. Je sais plus exactement où ça se situe, mais où c'est vraiment genre c'est des vrais pêcheurs et ils filment des vrais moments de pêche, des choses comme ça, mais il y a quand même une histoire, un fil rouge, et où du coup on voit vraiment ce truc d'aller chercher l'histoire dans la vraie vie, et de faire un truc quasi documentaire qu'on va ensuite monter comme un film. Ok. Et qui permet de faire des choses en fait sans moyens, quoi. Ils vont dans la rue avec les caméras, et voilà. Ouais. J'ai une autre question, peut-être un peu bête, mais néo-réalisme, est-ce que du coup il y a du réalisme italien avant ou... Non. En fait, pourquoi, effectivement, néo-réalisme, littéralement, ça veut dire nouveau réalisme. Ouais. Mais en fait, c'est juste pour dire que, au lieu de représenter des histoires qui sont écrites et auxquelles on est censé croire comme réaliste, là, en fait, on va montrer le vrai réaliste. Je mélange... Enfin bref, on va montrer le vrai réalisme. Et que du coup, c'est un peu un truc ironique aussi de dire, en fait, le nouveau réalisme, c'est le vrai réalisme. Ok, d'accord. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a aussi une partie d'inspiration française avec le réalisme poétique qui était donc bien avant la Seconde Guerre mondiale, un mouvement français. Et Renoir, non? Voilà, Ouais, dont entre Renoir était un des chefs de file, et je sais que certains cinéastes italiens néo-réalistes se revendiquent d'inspiration de Jean Renoir. Ouais, Ok. après le réalisme poétique, c'est encore autre chose, parce C'est que encore pour le autre coup, chose. c'est des choses très écrites. Mais en termes, je pense, purement titre du mouvement, en fait. Tu vois, Ouais. ils sont peut-être appelés Oui, néo-réalisme oui. en référence à Ouais, ça. je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, c'est... Sinon, Voilà. globalement, ça n'a pas grand-chose à voir, les deux Du coup mouvements. là c'est une supposition ou c'est une info? C'est une supposition. D'accord.
Parce que je sais qu'ils sont inspirés de Renoir, mais et seulement, je tiens à préciser que c'est deux mouvements très différents, mais dans le terme néoréalisme, peut-être qu'il y a une inspiration du réalisme poétique. Bon, voilà. Et après, du coup, j'ai un peu parlé de ce qu'il y avait avant, donc les comédies, etc., de studio très légères. Ça s'appelait les téléphones blancs. Enfin, on appelait ça les téléphones blancs, téléphonie Bianchi. Et en fait, pour parler du fait qu'au lieu de s'intéresser à des personnages qui vont avoir leur histoire entre eux et qui est totalement, on va dire, isolé du reste du monde, c'est genre un couple de personnages qui va nous faire rire ou un truc comme ça, et ben là on dit qu'il y a eu un déplacement de l'individu vers la collectivité et qu'en fait on va toujours pouvoir avoir des protagonistes, et encore selon les films parfois c'est moins flou, on va dire, le personnage principal plus ou moins flou, mais en fait c'est à chaque fois des trajectoires d'individus qui vont refléter quelque chose de la société, et c'est un cinéma qui du coup n'est plus populaire mais populiste, on dit. Voilà, il y a vraiment une évolution dans ce que ça va refléter de la société. On va vraiment chercher à avoir une représentation collective à travers les individus qui vont être montrés dans le film, plutôt que juste des trajectoires un peu isolées de personnages auxquels on peut pas spécialement s'identifier, quoi. Ok. Parce que... Ouais, mais populiste, c'est pas un peu négatif comme... Ben, aujourd'hui, oui, mais pas forcément en soi. Ok. Genre, c'est juste pour dire que ça, tu vois, ça représente le peuple et... Ok. Ouais, du coup, pourquoi pas populaire ? Parce que populaire, c'est plus en mode ça va parler au grand nombre. Ok. Mais ouais, je vois sans forcément être représentatif. Ok, d'accord, ouais. En tout cas, c'est la nuance que je fais, tu vois. Mais voilà. Après, j'ai parlé de Zavattini, effectivement. Ah oui, et du coup, ce que je disais sur Visconti avec Les Amants Diaboliques, c'est qu'il va briser quelque chose qu'on appelle la pensée conforme, qui était incarnée par les téléphones blancs. Et c'est ça qui va permettre de lancer un peu le néoréalisme, parce qu'en fait il va montrer, au-delà de son côté un peu thriller, noir et tout, il va montrer l'Italie pauvre, il va montrer la police qui est complètement à côté de la plaque, ce genre de choses, et même si c'est pas encore dans une visée où vraiment c'est les gens qu'on représente, c'est quand même des choses qui étaient pas trop montrées à l'écran avant ça. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant ? Non, pour l'instant, non. C'est très clair. Ça va, parce que après, du coup, je vais parler de trucs un peu plus théoriques, peut-être un peu plus... Attends, j'ai peut-être une question. Ouais. Est-ce que du coup, les téléphones blancs et cette vague de néoréalisme, c'était des courants opposés ? Ou est-ce que genre ils cohabitaient ensemble en mode... Non, le néoréalisme, ça a vraiment pris la place... c'est pas comme en France avec la nouvelle vague où c'est vraiment ils confrontaient les trucs de studio, quoi, en gros. Ouais, non, les téléphones blancs, ça s'est vraiment éteint à cette période-là, après la guerre. Et, parce qu'en fait, les studios sont un peu morts avec la guerre. Et puis après, un peu plus tard, il y a eu le miracle économique et ça a relancé un peu les trucs, les films de studio, etc. Mais j'ai voilà. peut-être une autre question, mais tu vas y venir. Mais genre, du coup, c'est un cinéma hyper codifié ? Ou genre... Eh ben... Non, si, c'est vrai, c'est intéressant que tu poses ça maintenant. En fait, pas tant que ça. C'est un peu comme ce qu'on disait sur la nouvelle vague, c'est-à-dire que c'était une période où il y avait une espèce de révolution, mais dans le cinéma, mais qui était plus finalement théorique que technique. Même si, évidemment, il y a aussi eu des évolutions techniques qui arrivaient avec, mais c'était en mode on a envie de montrer autre chose, etc. Et du coup, aujourd'hui, on a tendance à mettre beaucoup de choses dans le néoréalisme. En mode parce que c'est un peu flou, j'ai donné des dates, mais au final il y a des gens qui disent que Rocco et ses frères c'est néoréaliste alors que ça arrive dans les années 60 et que sur le papier ça s'arrête en 55 le néoréalisme, parce qu'en fait c'est un peu des thèmes qui restent sur les conséquences de la guerre, etc. Et c'est pareil, par exemple Valerio Zurlini il a fait un film qui s'appelle Journal intime qui arrive plus tard, mais qui va totalement reprendre des idées néoréalistes, et du coup moi ça me choquerait pas qu'on dise qu'il est réaliste le film alors qu'il correspond pas exactement à la période. Donc c'est un peu voilà, c'est la définition elle est faite parce que c'est plus facile d'en parler comme ça, mais après savoir quel film rentre dedans ou pas, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Après il y a quand même des choses qui se retrouvent, des motifs au-delà du sujet. Il va y avoir beaucoup d'extérieur
On va beaucoup être dans la rue, etc. Beaucoup de plans d'ensemble sur soit des foules, soit des gens, des individus, mais au milieu de plans très larges. On va être sur des acteurs amateurs, etc. Donc, des décors naturels. Oui, du décor naturel. De villes, justement. Vu qu'on est Villes plus, détruites par la guerre, d'ailleurs. Vu qu'on n'est plus dans les studios. Donc il y a quand même certains motifs qui reviennent comme ça. Et t'as un thème qui est genre en mode vraiment, c'est le thème. Genre, je sais pas, en mode, c'est forcément une histoire d'amour, c'est forcément un truc avec une quête, c'est... Non, en vrai, c'est la guerre. La Seconde Guerre mondiale. Ok. Ou la post-Seconde Guerre mondiale, sinon Oui. c'est la misère sociale qui arrive en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Oui, je disais pas la guerre en mode ça se passe pendant la guerre, mais... Justement, c'est André Bazin, donc, dans Qu'est-ce que le cinéma ? Il a fait un article sur le néoréalisme italien, qui est sorti en 1948, et en fait il explique, lui, que les Italiens ont besoin aussi de parler de la post-après-guerre, de la ruine de la guerre, car c'est un pays qui a été défait. En fait, c'est la défaite. Contrairement à la France, où nous, la résistance, elle est là tout de suite dès la libération. Eux, l'Italie, pas du tout. Eux, ils pensent tout de suite, notre pays est en ruine. On va faire des films, justement, parce que notre pays est en ruine, et le montrer au monde entier. Okay. Et ça, c'était assez intelligent, je trouve. Ouais. Ils ont un peu plus assumé. Oui. Et du coup, justement, un film qui est considéré comme un pilier du néoréalisme et qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est Rome, ville ouverte, de Rossellini. Parce qu'en fait, c'est un film qui a été tourné pendant la fin de la guerre, de manière clandestine. Le film, il parle de réseaux de résistants, etc. Et du coup, qui est sorti en 1945, en fait, dès qu'il a pu sortir, on va dire. Mais c'est vraiment un film qui a été tourné dans Rome de manière pas du tout autorisée. Il y a Anna Magnani dedans, qui aujourd'hui est une très grande actrice, mais qui n'était pas si connue que ça à l'époque. Voire pas du tout, quoi. Je crois pas que ce soit son premier film, mais ça reste quand même une actrice qui était pas encore la superstar qu'elle est devenue après. D'ailleurs, rétro à l'Institut Lumière en ce moment sur cette actrice. Tout à fait. C'est pas quand l'épisode sort, mais je pense que ça sera encore. Hein. Oui, je pense. Oui. C'est jusqu'en avril, en tout cas. D'ailleurs, si vous voulez voir du néoréalisme, il y en a à l'Institut Lumière à Lyon. Voilà, ouais, exact. Dans la rétro Anna Magnani, du coup. Okay. Et du coup, c'est vraiment un film qui a été assez révolutionnaire, parce qu'on était là en mode, le mec, il avait aucune thune, il a tourné de manière clandestine, et il sort un film qui est quand même assez impressionnant, que ce soit formellement ou parce que il parle de choses qui sont très sombres de manière assez frontale. Et du coup, c'est pour ça que... c'est un peu le film qui a lancé le mouvement en ayant une renommée internationale. Parce que pour le coup, Les Amants Diaboliques, c'est resté plus un succès italien à la base. Et donc voilà, c'est à partir de là qu'on a commencé à dire genre ah ouais, les Italiens ils font ça, et que derrière ils ont pu un peu développer ce courant. Okay. Du coup, j'avais noté quelques films qui pouvaient un peu être des pistes, on va dire, d'entrée dans le néoréalisme. Ah oui, pour vous dire à quel point Rossellini il a tourné sans moyens. Donc à l'époque, on tournait en pellicule, évidemment, le numérique n'existait pas. Et en fait, pour pouvoir, il avait pas de pellicule pour tourner Rome, ville ouverte. Et du coup, il a mis bout à bout des bouts de pellicules photographiques argentiques pour pouvoir tourner son film. Genre, c'était vraiment un truc fait. Un galérien, quoi. Voilà. Le système D, quoi. Exactement, système D. On a pris des bouts de ficelle et on a fait ce film qui aujourd'hui est considéré comme l'un des plus grands classiques du cinéma italien, quoi. C'est fou, ouais. Et du coup, Rossellini, je pense qu'il s'est un peu repenti de sa trilogie fasciste après, et il a fait plusieurs autres films qui sont considérés comme des classiques du néoréalisme. Donc, notamment, il y a Paisa, qui est un film en segments, je crois qu'il y en a 6, si je dis pas de bêtises, qui montre du coup plusieurs conséquences de la guerre. C'est plusieurs segments qui montrent différentes facettes de l'Italie d'après-guerre. C'est un des films préférés de Martin Scorsese, pour l'anecdote. Après, il a fait Allemagne année 0, qui cette fois est du côté des Allemands, mais qui, pareil, montre les conséquences sur les familles allemandes, notamment juives, de la guerre. Et pareil, filmé dans les ruines d'une ville allemande, de Berlin, je crois. Oui, je crois, ouais. Vraiment, t'as tout un générique où c'est que des ruines, quoi. Ok.
Et il a fait aussi Stromboli, qui est un peu différent. Moi, je le classe pas totalement dans du néoréalisme, mais on pourrait. Après, il y a Giuseppe De Santis aussi, qui a fait plusieurs films, notamment Rie Amer, qui pour le coup, lui, s'éloigne un peu de la ville. On va être à la campagne, mais on va montrer un peu les travailleurs et à quel point c'était compliqué à cette époque-là de trouver du travail après tout ça, de réussir à vivre, que voilà, c'est pas parce que la guerre était terminée que ça devenait facile d'un coup de vivre, quoi. Et c'est un truc qu'on retrouve aussi chez Pietro Germi, qui a fait un film qui s'appelle Le chemin de l'espérance, qui suit un groupe d'Italiens qui va vouloir émigrer en France, en disant c'est un peu la France, ça devient un peu la terre promise, en mode là-bas on va trouver du travail après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup d'Italiens qui ont émigré en France après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et du coup, voilà, il y a ce truc qui va se retrouver un peu en fait, des travailleurs du chômage, des gens qui n'ont pas d'argent. Voilà, c'est un peu des titres que je voulais. En fait, après, le néoréalisme, c'est pas mal marqué par des auteurs phares, on va dire. Donc, Rossellini, De Sica, Giuseppe De Santis, Visconti. Mais il y a beaucoup d'auteurs très connus italiens qui ont fait genre un film néoréaliste, parce que c'était ce qui se faisait à la période, un ou deux, et qui derrière ont développé un cinéma qui n'a rien à voir. Et je pense notamment à Pasolini, dont les 2 premiers films, Mamma Roma et Acatone, sont des films néoréalistes, mais qui derrière un cinéma ultra particulier. Fellini, c'est encore un cas à part, parce que on peut pas vraiment considérer qu'il a vraiment fait partie du néoréalisme. Mais il était assistant directeur, par contre, je crois, Oui. de Rossellini ou un truc comme ça. Ouais. Donc voilà. Après, il y a Antonioni, ses 3 premiers films, ils peuvent s'apparenter à du néoréalisme. Surtout le premier, qui pour le coup était vraiment dans le mouvement. Et puis voilà. Après, il est resté un peu dans ça avant de, pareil, faire un truc absolument rien à voir. Et du coup, c'est pour ça, c'est un peu ce qu'on disait pour la nouvelle vague, quoi, que c'est des auteurs qui ont un peu fait ce truc en mode contestataire, etc. Mais qui derrière ont développé leur propre cinéma et qui même entre eux n'avaient rien à voir, quoi. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à la comparaison avec la nouvelle vague, justement. Là où la nouvelle vague mettait vraiment au centre de tout l'auteur d'un film, j'ai l'impression que le néoréalisme, ça s'est fait un peu a posteriori, non ? Genre on met que des auteurs néoréalistes, Rossellini, De Sica, mais eux, leur but, c'était vraiment de montrer leurs films d'après-guerre, dans les ruines romaines, pas que romaines, du coup. En fait, la grande différence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que avec la nouvelle vague, il y a ce truc de la politique des auteurs qui est un peu né, c'est ça. où du coup, les réalisateurs écrivaient leurs films, alors qu'en Italie, c'était pas du tout le cas, et d'ailleurs, jusqu'à beaucoup plus tard, en Italie, il y avait des grands scénaristes italiens qui écrivaient pour des réalisateurs, ou alors les réalisateurs travaillaient pour les scénaristes, et du coup c'était pas du tout le même système la politique des auteurs, elle s'applique pas du tout là-bas. Pour vous donner une idée, ça c'est un peu plus tard, plus dans les années 60, mais en fait il y avait même des films où c'était en gros, pour décider qui allait le réaliser, ils faisaient des espèces de réunions avec plein de réals. Ils pitchaient le film et ils disaient qui a envie de réaliser ce truc, et les mecs ils levaient la main en mode moi, et ils se distribuaient les films comme ça, quoi. Donc la politique des auteurs, qui effectivement est un gros truc de la nouvelle vague, pour le coup elle est pas vraiment applicable à cette période-là et au cinéma italien. C'est qui le plus grand réalisateur néoréaliste pour toi ? Rossellini. C'est qui le plus grand réalisateur italien pour toi ? Antonioni. Ok. C'est bon. Des réponses à la volée comme ça. Ouais, mais un peu de curiosité. Rossellini, c'est le plus marquant et c'est celui qui a le plus fait durer le mouvement, on va dire. Plus que De Sica ? De Sica. C'est vrai que ça se joue peut-être entre les deux. Mais Rossellini, il a tellement marqué l'entrée avec Rome l'ouverte que. Mais c'est vrai que De Sica, il a fait Les enfants nous regardent, il a fait Le voleur de bicyclette, il a fait Umberto Di. Bon. C'était aussi un gros auteur de l'époque. Antonioni, le plus grand. Italien, ouais. Pour moi. Ouais, et c'était un peu plus objectif, on va dire. Fellini, peut-être. Ouais, voilà. Pas pour rien que t'avais pris ce nom. Voilà. Voilà.
Et après, je sais pas si tu voulais dire des trucs, Louis, parce qu'après Ouais. je vais partir dans les trucs un peu Moi, théoriques. un peu... justement, j'ai fait un peu aussi quelques petites recherches, alors que c'était pas à moi de présenter, mais j'en ai fait quand même quelques-unes. Parce que André Bazin, dans Qu'est-ce que le cinéma, qui est une compilation d'articles que André Bazin a écrit toute sa vie, il y a un article qui s'appelle Le réalisme. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Il casse tout. L'article s'appelle Le réalisme cinématographique et l'école italienne de la libération, écrit pour le journal Esprit en janvier 48. Et dedans, il donne un peu sa définition un petit peu du mouvement néo-réaliste. Donc on est en 48, donc on est quasiment 5 ans après le début. 5 ans après le début, mais c'est l'année où pas mal de films néo-réalistes sortent, notamment Le voleur de bicyclette, pour en citer le plus connu, quoi. Et il définit le cinéma italien comme ça. Le cinéma italien se caractérise surtout par son adhésion à l'actualité. Il y a quelque chose effectivement de très actuel. Et il dit plus tard que les films italiens sont d'abord des reportages reconstitués. J'aime bien l'idée de reportage, justement, documentaire, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement documentaire dans le néo-réalisme. Il y a un film que j'ai pas cité, mais que j'avais cité dans un autre épisode. Je crois bien que c'était celui où Deka parle de Loin du Vietnam, où j'avais dit qu'il y avait un film italien qui me faisait penser au concept. J'ai perdu le nom, mais en fait, il y a 11 auteurs italiens, dont je crois qu'il y avait Fellini, Antonioni, Rossellini, enfin bon, tous les grands noms italiens, qui ont chacun réalisé un segment autour du thème de l'amour. Je crois que ça s'appelle L'amour à la ville. Voilà, c'est ça. Et, Ça me parle. Et en fait, c'était leur but, c'était à la base, ils voulaient lancer un concept de film chronique régulier, où donc ces réalisateurs, ils feraient tous les X temps un segment pour un film chronique, et de faire comme une sorte de journal, mais cinématographique. Et du coup, chaque réalisateur fait un petit segment sur ce thème-là, mais il y en a, ils font ça sous la forme de la fiction, d'autres sous une forme documentaire. Et c'est dans une démarche typique néo-réaliste, parce qu'en fait, les gens, ils vont dans les rues filmer comme si c'était un journal télé, en fait, mais avec des petits courts-métrages. Et par exemple, Antonioni, il a fait un segment qui s'appelle Tentative de suicide, où il interviewe des jeunes femmes qui ont fait des tentatives de suicide pour essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui, dans la société à l'époque, peut pousser une jeune femme à vouloir se tuer, quoi. Exactement. mais voilà, on est sur des trucs comme ça. Il y en a un où ça va interroger des gens dans les rues, ou alors ça suit un mec qui regarde hyper mal les femmes dans la rue, enfin tu vois, des trucs comme ça, et un peu pour essayer de saisir l'ambiance sociale à cette époque. Et malheureusement, l'idée a floppé, et du coup il y en a eu qu'un. Mais ça rentre en fait assez bien dans ce que Bazin dit. Et son rapport à l'actualité, justement, et le rapport qu'a le néo-réalisme avec l'actualité de son époque, Bazin explique aussi que forcément ça entraîne tout le contexte historique et social du moment. Et il dit « Les films italiens présentent une valeur documentaire exceptionnelle qu'il est impossible d'en arracher le scénario sans entraîner avec lui tout le terrain social dans lequel il plonge ses racines. » Pour expliquer, c'est des limites documentaires. Tu parlais de cinéma-vérité tout à l'heure, ce n'est pas totalement faux, avec toute une réalité sociale que les réalisateurs vont dépeindre dans leurs films. Mais après, de ce que je me souviens, c'est pas un peu ce courant de cinéma qui a un peu donné le style documentaire de manière générale. Genre, c'est pas, comment on peut dire, comment est monté un documentaire, c'est pas venu un peu inspiré de ce courant de cinéma, justement? Je saurais pas te dire. Il me semble, honnêtement. alors, après j'ai dû mélanger beaucoup de choses dans ma tête, mais il me semble de ce que j'avais entendu en cours sur ce truc, c'était qu'il y avait beaucoup comment on peut dire, de la manière de construire un documentaire, en gros, qui venait en gros de ce courant-là, parce que justement c'était tellement proche du réel que petit à petit en fait ça a mené au docu. C'est fort possible en vrai que le documentaire ait évolué avec l'arrivée du néo-réalisme. Ouais, ça m'étonnerait pas tant que ça. Puis en vrai, il y a beaucoup des auteurs qui justement se sont mis à faire des documentaires soit par la suite, soit dans leur début de carrière. Genre Pasolini, il a fait un documentaire qui s'appelle Les gens du pot. Antonioni, il a fait plusieurs documentaires. Voilà.
Et après, Ok. pour parler rapidement de la fin du néoréalisme, avant de parler d'un autre truc lié à ça, en fait, il y avait beaucoup d'espoir fondé sur le communisme à l'époque. Et en fait, le communisme n'est pas arrivé au pouvoir. Il y a eu, alors c'est des événements politiques historiques. Je vous avoue, je pourrais pas vous faire un cours détaillé, mais en gros, il y a eu une coalition pour dire la meilleure manière de régner, c'est de un peu, voilà, s'arranger entre nous, on va dire. Et du coup, ça a fait beaucoup d'espoir. Des gens qui pensaient qu'avec le communisme, on allait pouvoir reconstruire l'Italie, ont été brisés. Il y a eu un peu une désillusion, et du coup, c'est un peu suite à ça que le néoréalisme s'est terminé. Sur cette désillusion, en mode, de toute façon, tout ce qu'on a raconté, ça servait à rien, quoi. Et derrière, pas longtemps après, il y a le courant de la comédie à l'italienne qui va prendre le pas, où c'est un courant beaucoup plus cynique, en fait. Le néoréalisme, c'est très tragique et c'est très premier degré. C'est voilà, vraiment, on montre les choses telles qu'elles sont, à savoir horribles la plupart du temps. Le néoréalisme, ça va être beaucoup plus cynique parce que ça va arriver dans cette période où du coup, il y a eu cette coalition et il y a ce qu'on appelle le miracle économique. On est là en mode c'est trop bien, l'Italie, tout le monde est content. Et en fait, non. Et la comédie à l'italienne, ça veut montrer ça. Ça veut montrer en fait, non. Voilà. Et après, pour partir du coup sur une description un peu plus théorico-théorique du néoréalisme, pour ceux qui apprécient ces trucs-là, je voulais parler d'un autre auteur que Bazin qui a beaucoup parlé sur le néoréalisme, c'est Gilles Deleuze. Auteur, philosophe, tout ce que vous voulez. Qui a notamment fait 2 bouquins sur le cinéma qui s'appelle... c'est en 2 volumes en gros. Premier volume, c'est l'image-mouvement, et deuxième volume, c'est l'image-temps. Donc, je vais faire un peu de la vulgarisation parce que c'est des trucs hyper imbuvables et très complexe. Et du coup, vous résumez ça en quelques minutes dans un podcast. Forcément, je vais louper des trucs. Mais en gros, je vais essayer de vous expliquer comment et pourquoi il lit ça au néoréalisme. Parce qu'en fait, lui, il a dit... C'est quoi déjà l'image-temps et l'image-mouvement ? Et ben justement. Ok. Parce que du coup... Je crois qu'elle allait passer direct à une explication. Non, je me disais, t'inquiète. je peux pas balancer un truc comme ça. Non, t'inquiète. Parce que du coup, en gros, je pars juste de la déclaration de Deleuze qui a dit que le néoréalisme, ça marquait la démarcation entre l'image-mouvement et l'image-temps. Et donc, pour expliquer un peu ce que c'est l'image-mouvement et l'image-temps, en gros, l'image-mouvement, donc en fait, lui, il se base déjà à la base sur des théories de Bergson, notamment sur un écrit qu'il a fait qui s'appelait Matière et mémoire. Et il va lier les manières de faire du cinéma à des perceptions sensorielles et corporelles. Donc du mouvement, du temps, etc. Et du coup, il va dire que l'image-mouvement, ça correspond au schéma sensorimoteur du corps, à savoir, plus simplement, action-réaction. Donc, en gros, il va expliquer que l'image-mouvement, c'est l'action qui décide du temps, et pour être un peu plus... Pour illustrer un peu mieux... en gros, il va dire que y a un cut entre l'action et la réaction. Et du coup, par exemple, tout simplement dans un champ contre champ, quelqu'un est en train de parler, cut, on passe à l'autre qui lui répond. Le montage, il est décidé par l'action. Ok. C'est-à-dire que voilà, C'est le logique, film il se que ça déroule. arrive comme Voilà, ça, c'est ça. ok. Le film il se déroule selon. Ce qu'on veut montrer, c'est l'action puis l'action suivante, quoi. Ouais. Alors que dans l'image temps, on va être plus dans le domaine du contemplatif, on va dire. Donc des sensations visuelles et sonores pures. Et la durée du plan, elle va pas être déterminée par ce qui suit. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir un plan, j'en sais rien, d'un mec au bord d'une rivière, et il va durer 50 secondes, mais il aurait pu durer 45, comme il aurait pu durer 1 minute 20. Qu'il n'y aurait pas eu de changement spécial, et derrière, après le cut, tu vas tomber sur un truc qui n'a rien à voir. Ok. Qui est, je sais pas, un plan d'un autre personnage qui est en train de dîner avec quelqu'un, tu vois.
Et où du coup, là, à ce moment-là, le montage, il est plus déterminé par les actions que tu dois voir, mais plus par des perceptions sensorielles et vraiment beaucoup plus arbitraire, en fait. J'ai envie de faire terminer le plan à ce moment-là, et pour moi, il a duré le bon temps à ce moment-là, mais pas parce que il faut faire un raccord ou un truc comme ça. Ok. Bon voilà, c'est de la vulgarisation. Hein. C'est évidemment, je vous invite à aller lire les bouquins si ça vous intéresse de creuser un peu plus à ce niveau-là. As-tu des références de livres peut-être Eh ben, l'image mouvement et l'image temps de Gilles Deleuze. Je viens de le rappeler. Après, il y a beaucoup d'articles universitaires qui essayent de résumer un peu ça, parce que c'est vraiment des gros bouquins, alors que, enfin pas des gros bouquins, mais c'est beaucoup de théories. Voilà. Et il y a des articles universitaires qui essayent de résumer un peu en illustrant avec des films. Ça peut être peut-être un peu plus parlant. Un peu plus digeste. Il y a peut-être des vidéos aussi sur YouTube disponibles qui en parlent et qui Oui, mettent oui. en plus des exemples visuels. Quoi. Et du coup, Deleuze, pour lui, l'image temps apparaît dans la temporalité après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il dit que les gens ont arrêté de croire à l'action-réaction. Parce que en fait, la guerre c'était une réaction à, enfin le système d'action-réaction en fait il s'applique à la guerre, à savoir, je sais pas, il y a quelqu'un qui envahit mon pays, je réagis, et ça provoque des désastres. Et du coup pour lui, l'homme n'a plus envie de voir ça. Et les auteurs néoréalistes vont très bien le comprendre. Et du coup il va y avoir un renouveau dans le montage. Avec ces instants qui vont prendre beaucoup de temps, des choses, un montage beaucoup plus, je sais pas comment dire, abstrait un peu. Lui, il l'illustre beaucoup avec Europe 51, qui est un autre film de Rossellini que j'avais pas encore cité, qui s'applique assez bien à ces idées-là. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans la Nouvelle Vague, qui va s'appliquer un peu plus tard, avec, alors pour le coup, ça va être sur un plan assez différent. Mais on en avait parlé avec Godard, qui va faire des montages où limite tu peux couper au milieu d'une phrase pour passer à un truc après. Bon, en fait, c'est un peu des applications différentes de la théorie de Deleuze. Parce que si je me souviens bien, voilà, juste pour Godard, c'était pas très critiqué niveau son aussi. Si, mais ça c'est encore autre chose. Okay. Lui, il parle vraiment d'image. Voilà. Okay. Et du coup pour lui c'est vraiment en fait le néoréalisme, ça va vraiment être le mouvement charnière qui va redéfinir la manière de faire du cinéma en termes purement de rapport à l'image, en fonction de ce que les gens ont aussi envie de voir à cette période-là. Voilà, c'est un peu complexe, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. C'est intéressant aussi à voir dans le côté social du néoréalisme. Parce que du coup, le côté un peu action-réaction, le montage en tant qu'action-réaction, il y a des exemples dans les montages des films de Sergei Eisenstein, je trouve, un petit peu, qui, lui, justement, à travers son montage, essaye de montrer un côté très communiste, très collectif et révolutionnaire dans ses films. Et là, on passe sur, du coup, l'image temps, donc un truc un peu plus contemplatif dans le néoréalisme. Et pourtant, il y a toujours le même message social, toujours un même message collectif. Je trouve que les néoréalistes vont trouver un autre moyen, par le montage, par l'image, de montrer aussi des messages sociaux et forts et collectifs assez forts. Donc c'est intéressant en plus à comparer avec les soviétiques, je trouve. Ok. Voilà. Après, j'avoue que j'ai aussi pas mal parlé de Deleuze parce que il s'est beaucoup intéressé à l'auteur dont je vais parler dans la seconde partie de l'épisode. Mais voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais trouver intéressant à dire sur ce mouvement. J'ai une autre citation de Bazin sur cette fois-ci un peu plus l'esthétique justement du néoréalisme. Il dit, et par rapport au réalisme justement, il dit « Son réalisme n'entraîne nullement une régression esthétique, mais au contraire un progrès de l'expression, une évolution conquérante du langage cinématographique, une extension de sa stylistique. » Donc je trouve ça très intéressant aussi que il explique que c'est pas parce que c'est réaliste, c'est pas parce qu'on montre comme ça un peu de manière simple quelque part une chose simple que ça en est moins bon que il y a une vraie expression, un vrai style
Donc c'est très intéressant. Le néoréalisme est assez intéressant à étudier. Je vais chercher mon mot, excusez-moi. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas dit dans le style et dans les caractéristiques visuelles. Mais en fait, tous les films néoréalistes, ils vont être en noir et blanc. Alors qu'en vrai, la couleur, ça arrive à Hollywood en 1938. Donc, bon, même si ça s'est développé doucement, il y aurait pu avoir à l'époque des films en couleur. Mais comme on est dans un truc d'économie de moyens et que la couleur, ça coûtait cher, évidemment, on va être sur des films en noir et blanc. J'ai vraiment aucun contre-exemple, quoi. Est-ce qu'il y aurait pas eu de, comment on peut dire, genre tu sais, de prise de position en mode c'est noir et blanc et c'est tout, tu vois, genre en mode il y aurait pas eu des gens qui auraient été réfractaires à la couleur, par exemple? Bah, je sais pas si c'est réfractaire, mais je pense vraiment que c'est une question de budget, tu vois. On se dit, autant être logique dans la démarche jusqu'au bout. Ouais. Si on veut faire des films avec pas de budget, avec pas de moyens, bah on va pas aller demander des pellicules couleur qui coûtent 3 fois plus cher, quoi. Ok. Donc voilà. Et franchement, pour le coup, j'essaye de réfléchir, mais j'ai vraiment zéro contre-exemple de films qui pourraient être considérés comme néoréalistes et qui seraient en couleur. Ok. Même le film de 1960, là, que tu disais? Ouais, c'est en noir et blanc. Okay. Rocco et ses frères, ouais, c'est en noir et blanc. C'est arrivé tard, la couleur, en Italie? C'est arrivé tard. Genre, ça s'est mis à la couleur en mode tard, où c'est vraiment que de la couleur, ou ça a été un peu comme en France, ou je sais pas où? Bah, je dirais un peu comme en France, courant des années 60, ça commençait à arriver un peu plus. Et vers la fin des années 60, les films en noir et blanc, pour le coup, se raréfiaient vraiment. Ok. Voilà. Ok. J'ai pas d'autres questions. Bah, moi non plus. T'avais pas quelque chose à dire? Non. Ah non, je sais pas, j'ai cru te voir tout à l'heure lever le doigt. Ah bon? Non, je crois pas. Non, je crois pas. J'étais plutôt en train de baisser la tête. Ah d'accord, il s'endort. Non. Il s'endort. Non. Tu as tout dit, Pauline? Bah Sur oui, ce je thème crois. On peut passer Ouais. peut-être Alors, Moi j'ai une Attends. dernière citation pour finir qui est Ouais, très vas-y. jolie, je trouve. Moi, j'ai une question après. Toujours chez Bazin. Mhm. J'ai perdu mon début de phrase, pardon. Le cinéma italien est certainement le seul qui sauve, au sein même de l'époque qu'il dépeint, un humanisme révolutionnaire. Voilà, une belle citation pour, je trouve, définir le néoréalisme italien. Ouais. Alors quand il dit le cinéma italien, il parle de néoréalisme, je précise. Il pense que c'est le seul? De quoi? Il dit que c'est le seul? Oui, à l'époque. Ok. On est en 48 quand il écrit ça. Ouais. Ah, il écrit. Ah oui. Et puis, vu que le courant d'avant, il s'était terminé, du coup, c'est le seul truc. Ok. C'est vrai que par contre, j'ai une question, parce que bon, j'ai pas fait mes devoirs, donc j'ai rien préparé sur le son. Mais niveau musique, c'était comment? Alors, ça peut rentrer dans la catégorie qu'on est après là, mais du coup, genre, niveau musique, c'était comment? Niveau musique, tu vas avoir un truc assez orchestral, je dirais. Okay. Des violons, des trucs. Alors, le néoréalisme, comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur du tragique pur et dur, très premier degré, c'est pas les rois de la subtilité, donc globalement, tu vas avoir des violons qui appuient les moments tristes, trucs comme ça. Sachant que j'en parlais un peu quand je présentais le fanfaron, mais c'était vraiment très 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 rare, voire inexistant avant le fanfaron, qu'il y ait des musiques populaires en bande originale dans les films italiens. Donc globalement, tu vas être plutôt sur des compositions originales qui vont parfois prendre beaucoup de place. Sachant qu'au niveau de la prise de son, on en a parlé un peu au début de l'épisode, mais les Italiens, jusqu'à très tard, c'était pas les rois de la prise de son directe. Donc tu vas être sur, entre autres, de la post-synchro et de l'habillage orchestral par-dessus, quoi. C'est vrai que si je peux vraiment émettre une énorme critique sur le néoréalisme, c'est un petit peu le côté appuyé sur la pitié des gens avec la musique, avec les. C'est des histoires ultra tragiques, hein. Ouais. Et du coup, ils appuient énormément. C'est pas les rôles de la subtilité pour te faire tirer les larmes, hein, vraiment pour t'expliquer que c'est triste, quoi, ce qu'il vit. Après, je suis pas sûre que ce soit vraiment tirer les larmes, mais non, parce qu'on est aussi dans un truc très révolté. Oui, mais du coup, il y a peu de place à l'optimisme. Ah oui, ouais, mais clairement, vraiment, mais il n'y avait pas d'optimisme à ce c'est niveau-là pour ces gens. vraiment la fin du monde. Mais c'est horrible, hein. Tu regardes Allemagne année zéro, Ah ouais. les fins néoréalistes sont globalement très très lourdes, quoi. Oh, j'ai vu, ouais, quand j'ai regardé Allemagne année zéro, j'étais pas bien Je l'ai pas vu celui-là. à la fin. Ah non plus. C'est en allemand, non? Ouais. Oui. Peut-être que je le vois un jour.
Oui. Moi, je vous propose qu'on passe au film dont on ne parlera pas dans la partie 2. Ouais. Mhm. C'est vrai que je vais pas expliquer la différence entre les parties 1 et partie 2. Attends, parce que j'ai encore une autre question. Ah bah vas-y. Parce que du coup, on parle de musique, mais juste, il y a des, genre, musiques emblématiques de ces trucs, ou c'est vraiment juste en mode de la musique d'habillage pur? Genre, est-ce qu'il y a vraiment des BO qui sont restés, ou des trucs comme ça? Pas à ma connaissance. Ça Ok. va être vraiment de l'habillage. Enfin, perso, après, je suis pas la plus forte pour ça, mais j'aurais du mal à différencier une bande originale d'un film néo-réaliste à un autre, quoi. Ok. Ouais, c'est globalement les mêmes trucs, quoi. Ok. Oui, c'est vrai. C'est bon, j'ai plus de questions. Du coup, je sais pas repréciser quelle était la différence entre la première partie et la seconde. C'est pas faux. Je pars du principe que maintenant les gens qui nous écoutent sont au courant. Mais en gros, dans la première partie, bon, comme on l'a fait là, on parle du thème, on l'explique, tout ça. Et dans la deuxième partie, Pauline, Louis et moi, on choisit un film qu'on présente à Frigo. Il regarde les trois et puis il nous fait un retour dans l'épisode d'après. Exactement. Et donc du coup, bah, on va choisir qu'un film, et des fois, bah, il y en a qui restent, on va dire, sur le côté et qu'on ne peut pas choisir. Donc c'est le moment où on va vous Leur parler des rendre films. Ouais, c'est ça. On va leur rendre hommage. On va vous parler des films qu'on n'a pas choisis. Pauline, tu commences? Ouais. Alors, moi, c'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu réfléchi en termes d'auteur. Je me suis dit, donc au début, je pensais pas mal à Rossellini, en mode c'est quand même un grand auteur emblématique. Et en fait, Rossellini, c'est un peu compliqué. Enfin, mon rapport avec lui est. Je sais pas comment dire. Je trouve ça très bien ce qu'il fait, mais genre, j'aurais du mal à le vendre en venant du cœur. Parce que, comme j'ai dit, le néoréalisme italien, c'est pas mon mouvement favori Moi non plus. du cinéma italien. Et je trouve que passer l'importance historique, on est sur des films que j'ai un peu plus de mal à vendre en mode c'est exceptionnel et tout. Même s'il y en a, hein, mais voilà. Et les Rossellini que je préfère, ça fait depuis un peu longtemps que je les ai vus. Donc voilà. Après, j'ai pensé à Desica, mais globalement, il y avait déjà plusieurs films qui étaient dans les discussions avec mes camarades de Desica, donc je me suis dit, je vais prendre quelqu'un d'autre. Après, j'ai pensé à Visconti, puisque j'ai vu récemment ses 2 premiers films qui sont néo-réalistes. Mais finalement, je me suis dit, vu que Louis et Desca, ils avaient l'air de partir vers des films un peu plus purement néo-réalistes, que j'allais jouer un petit peu avec la limite. Du coup, en soi... Mon choix, du coup, est pas purement néo-réaliste. Si. Ah si. Ça mêle quand même... j'ai quand même l'impression qu'il mêle plusieurs choses. On en parlera dans la deuxième partie, ouais. Mais on en reparlera. Ouais, oui, on en reparlera, mais ouais. Mais du coup, voilà, ouais, j'étais, enfin, pour citer du coup quelques titres auxquels j'ai pensé, il peut y avoir Païssa, Les Amants Diaboliques, La Terre Tremble. J'ai pensé aussi, bah, du coup, au Chemin de l'Espérance de Pietro Germi, dont j'ai parlé tout à l'heure, Ria Mer. Après, il y a Bellissima aussi de Visconti, mais moi, je considère que c'est pas un film néo-réaliste. Donc, et je crois que lui non plus. Donc voilà. Globalement, c'était ça. Et puis, si, j'ai hésité aussi un peu avec les premiers Pasolini, donc Mamma Roma ou Acatone. Mais finalement, je suis partie sur un auteur un peu comme Pasolini qui a fait du néo-réalisme pour se lancer, puis qui est parti vers autre chose. Ok. Et Louis, tu as hésité beaucoup ou... J'ai pas beaucoup hésité parce que, bah, pareil, le néo-réalisme, c'est pas mon mouvement de cinéma italien préféré. Moi, je préfère ce qui a été fait après en Italie, justement. Non, qu'on ait passé un épisode entier à parler d'un truc que personne n'inspire. C'est vraiment, en fait, C'est pas que c'est pas inspirant. Hein. C'est pas inspirant. non, mais quand je dis ça vous parle pas, tu vois, genre en mode, quand je dis inspire, c'est genre en mode, bah, comment dire, genre, c'est en mode, bah, j'ai pas d'affect avec les films, mais bah, en fait, c'est un thème cool, tu vois. En fait, je trouve ça hyper important de voir du néo-réalisme oui, je dis pas quand tu t'intéresses au cinéma. Et j'aurais eu du mal à parler d'un autre courant italien sans qu'on se soit intéressé à celui-là. Okay. Je suis assez d'accord avec ce que dit Pauline. Et puis même moi, avant de commencer à regarder des films néo-réalistes, j'avais pas d'affect. J'ai un peu plus d'affect avec 2 films, dont un que j'ai choisi justement. Et c'est un mouvement, ouais, je préfère ce qui a été fait après, avec notamment Pasolini et même après plus tard avec les Gialli. Mais c'est un mouvement que je trouve super intéressant, très important dans l'histoire du cinéma.
Et donc j'ai hésité avec Allemagne année zéro de Roberto Rossellini, parce que c'est un auteur que je connaissais d'avant, parce que j'avais vu Stromboli avant. Et disons qu'il m'a donné un peu envie de me tirer une balle dans la tête. Impeccable. C'est un super film, mais Rossellini, tu vas avoir mon suicide sur le dos au bout d'un moment. Et j'avais pas trop envie de toi, Frigo, et même les auditeurs qui veulent regarder nos films. Tu te suicides. Voilà, de vous mettre ce genre de film un peu entre les mains, parce que c'est vraiment très dur. Je trouve la fin de Allemagne année zéro est vraiment horrible. Horrible, courant, quoi. très très dur. Enfin, vraiment, moi, ça m'a mis un coup, quoi. Et donc, j'ai préféré partir sur un autre auteur qui s'appelle donc Vittorio De Sica, dont on a déjà un peu parlé. Et j'ai hésité avec Umberto D, qui est un très joli film, très beau film. Et finalement, j'en ai choisi un autre de Sica qui est très connu. Et j'en parlerai dans la deuxième partie. Ok. Du coup, personne n'a pris de Rossellini, quoi, Non. finalement. Non. Et toi, Deka, du coup, tes films J'ai pas beaucoup hésité, Ouais. parce que je pense que c'est un des thèmes qui m'a le moins... Après, bon, c'est aussi la période, hein, comme je disais, en ce moment, j'arrive pas à voir des films, mais donc du coup, je pense que c'est un des thèmes, de tout ce qu'on a fait, qui m'a le moins parlé. De toute façon, c'est un peu connu que Pauline aime autant le cinéma italien que je suis pas intéressé par le cinéma italien. Dramatique. Ouais, c'est vrai, non, mais je sais que c'est dramatique. Après, c'est mais l'inverse avec les films japonais, quoi. Non, je suis très intéressée par le cinéma japonais. Très intéressé. Oui. Ok. J'aurais pas dit très intéressé, mais... Et non, j'ai un peu hésité avec Umberto D aussi, de Vittorio De Sica, qui est un film plein de pathos, mais qui marche bien. Ouais, mais le il y a un pathos fonctionne chien, bien. il est trop mignon. Ouais. Et il y a un petit vieux, un petit chien, voilà. Si vous voulez un film avec un petit vieux et un petit chien. Puis je trouve qu'il y a des très belles scènes, même au niveau visuel, quoi. Oui. C'est très bien filmé. Mais du coup, j'ai pris autre chose. Et donc, on en parlera la Dans semaine la prochaine, deuxième partie. dans 2 semaines. Je sais pas comment on va faire les sorties des épisodes, faudra voir. Je me souviens plus, on disait, non, les films qu'on avait choisis quand même, puisque de toute façon, ils sont annoncés. Je sais plus. Non, je crois qu'on disait pas. Non, on dit pas. On Non, on dit dira. pas. Par contre, moi, j'ai quand même une question, parce que ça m'a l'air d'être un courant qui est pas non plus très fourni. Genre, ça a été dur de choisir un film, ou globalement, c'est un peu en mode, bah, le choix, il est évident, tu vois. Il y a pas énormément de films où on peut définir, enfin, où on peut dire à 100%, oui, c'est du néoréalisme, tu vois. Donc, je trouve ça va, ça a pas été trop dur parce qu'il n'y avait pas un choix non plus. Ouais, démentiel, quoi. Il y a ça, mais ce qui a été aussi compliqué, c'est en France, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de films aussi néoréalistes qui ont traversé les Alpes, enfin, qui ont traversé la frontière. Bah si, au contraire, moi je trouve oui, mais moi, je trouve qu'il aujourd'hui, n'y en a pas eu beaucoup et qui sont presque tous arrivés chez nous, quoi. ouais, mais aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de disponibilité de les voir, en fait, sauf, Ah ouais. j'ai l'impression. Mais à part les plus connus, bien sûr, mais voilà, certains. Par exemple, Pauline parlait du film Les Chemins de l'Espérance. Je ne le connais pas du tout, ce film, tu vois. Bah, il a été restauré il y a 2 ans, je sais pas par qui, mais il était passé au Festival Lumière et au Festival de D'accord. Cannes, Et bah, dans les sélections classiques. Ok. Là, je suis en train de penser, mais on a parlé de néoréalisme italien, mais il y en a ailleurs qu'en Italie. Non, c'est comme Non. si on disait nouvelle vague française. Ah, mais du coup, il y a eu des nouvelles vagues ailleurs. Oui, Bah, c'est vrai. techniquement, oui. Parce ça qu'on a fonctionne appelé pas. nouvelle vague. Oui, c'est vrai. Mais ouais, non, néoréalisme, c'est vraiment propre à l'Italie. Ouais. Ouais. Ok. Parce que techniquement, il y a d'autres pays aussi. Parce que c'est qui vraiment sont sortis de la guerre, mais... un mouvement qui s'inscrit dans un contexte temporel et historique. Oui, mais je veux précis, dire, l'Allemagne aurait pu faire un truc un peu... Oui, pareil, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. Mais ouais, non, pour le coup, c'est italien comme. Il y a un courant allemand, c'est le Expressionnisme. néo quelque chose. le nouveau cinéma allemand. Je Ah ouais, c'est crois, comme un ça. truc comme ça, ouais. Ok. Je connais rien, moi, en cinéma allemand. Il y a Je le n'en ai Brésil pas. aussi, c'est un truc nouveau cinéma, un truc comme Oui, ça. oui, Brésil aussi, ouais. Et du coup, Cinéma. genre le nouvel Hollywood, c'est un peu pareil ou... Nouvelle Hollywood, c'est pareil. Nouvelle Hollywood, c'est ce qui a suivi, ouais. Ouais, c'est ça. Ils se sont plus inspirés de la nouvelle nouvelle vague. vague. Mais, ouais. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. On va quand même donner les réseaux du podcast rapidement. Ouais. Si vous voulez nous suivre, savoir quand sortent les prochains épisodes. On est disponible, ça fait longtemps, sur Instagram, Twitter, Studio 7pod et sur Letterboxd, Studio 7. Ça fait longtemps qu'on n'a rien mis dessus, non? Oui, les listes vont arriver au Ouais, fur et à bon, mesure. Je vais m'y mettre dessus, vous inquiétez pas. ça C'est viendra pas à quand jour ça viendra. encore? C'est pas à jour encore parce que j'ai eu beaucoup de travail, mais ça va se Non, mettre mais à jour. t'inquiète. Tranquille, Ça va se mettre à tranquille. jour, vous inquiétez pas. Donc voilà, après,
Nos réseaux, ils sont Et ça, c'est tout dans la lié au description. podcast, donc Voilà, vous pouvez si tout vous trouver, écoutez, vous pouvez tout trouver facilement. dans la description. Le podcast est affilié à l'association Super Seven. Mhm. Donc là, si vous voulez les infos, c'est sur super7.fr. Mhm. Ouais, Tout j'ai à un fait. doute. Super 7FR sur les réseaux, je crois, Twitter Ouais. et Insta. Insta, c'est .fr. .fr, pardon. Ouais. Mais bon, allez sur le site et puis Ouais. depuis le site. Et puis, il y a une rubrique association sur le site avec un petit lien pour aller adhérer si vous voulez nous Exactement. soutenir. Nous soutenir. plus de chaussettes. Toujours Ah, pas. ça fait longtemps. Toujours pas, toujours Ouais, je pas. sais. Mais voilà, on espère vous proposer plein de nouvelles choses bientôt. Et votre soutien est très précieux. Mais je crois qu'on a tout dit. Bah, je crois aussi. Ouais, Bah, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Ouais, bien Ouais, sûr. carrément. Bah oui, et si ça vous a fait plaisir de nous réentendre. Ouais. Carrément. Il y a alors 3 personnes c'est qui non, On est aussi attendu qu'Antoine Daniel. pas du tout. Je pense pas non Je plus. pense pas. Mais bon. On va mettre dans le titre What the Cut 38 au pire. Exactement. Bon, sur ce, dans 1 ou 2 semaines. Ouais, Salut. salut.